Bonjour à tous et bienvenue au Sommet du droit édition 2026. On va s'intéresser à la pénalisation du droit des affaires. Où en est-on, les avancées mais aussi les dérives? On en discute avec deux experts. On est ravis d'accueillir Anne Bassi. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes la fondatrice associée de l'agence Sachinka, Fargo Sachinka, qui parlera à certains. Et à vos côtés, on est ravis d'accueillir également Archibald Céléron. Bonjour Archibald. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes associé fondateur de 20 rue Avocat. Archibald, on démarre avec vous. Quand on parle effectivement pénalisation du droit des affaires, un petit état des lieux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'on a beaucoup parlé justement d'une dépénalisation, d'avancée. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cette pénalisation du droit des affaires? Qu'est-ce qu'on observe? La pénalisation de la vie des affaires, déjà, c'est un débat qu'on a depuis de longues années. Je crois que quand j'étais étudiant, on se demandait déjà si la vie des affaires n'était pas déjà trop pénalisée, si la tendance allait s'accroître. La tendance s'est accrue et je pense qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau exponentiel parce qu'on voit une multiplication des infractions pénales qui peuvent être reprochées aux entreprises, aux dirigeants et surtout un nombre de domaines de plus en plus vastes qui sont touchés. La pénalisation de la vie des affaires a touché des pans du droit du travail. Également de l'environnement, des institutions bancaires et des établissements financiers. Vous avez également les plateformes qui sont touchées, le monde de la compliance. Donc c'est un domaine qui prend de plus en plus d'ampleur, qui est de plus en plus réprimé et qui inquiète de plus en plus les directions juridiques qui se tournent vers nous, les avocats, sur des sujets sur lesquels nous n'étions pas sollicités il y a quelques années auparavant. De plus en plus, on se retrouve à faire des mémos sur le respect des normes environnementales, sur la manière dont on peut gérer les équipes en termes de harcèlement du travail, du harcèlement moral, sur la manière dont un produit financier peut être présenté, sur la manière dont la compliance peut être réalisée, sur la manière dont on peut traiter avec des entreprises qui sont peut-être soumises à des sanctions économiques parce qu'elles font du business avec des pays qui sont sous embargo. Donc, est-ce que ça peut aller jusqu'à la mauvaise gestion de l'entreprise? Est-ce qu'on va jusqu'à un niveau managérial? C'est la tendance. Oui. Avant, c'était les infractions à la papa, vous aviez l'escroquerie, l'abus de confiance, la fraude fiscale, et le droit pénal venait sanctionner une faute morale. Aujourd'hui, la tendance est à venir sanctionner une mauvaise gestion. Une stratégie managériale peut-être un peu défaillante, une insuffisance en termes de compliance. Et donc en réalité, ce ne sont plus vraiment des pratiques ciblées avec des victimes ciblées qui sont aujourd'hui pénalisées. C'est un comportement général. Une atmosphère dans une entreprise avec évidemment des acteurs qui sont de plus en plus à l'offensive. Évidemment, je pense à des milieux associatifs, notamment en matière de défense des droits de l'homme et des droits humains, et c'est bien évidemment naturel. En matière de défense des droits de l'environnement, et c'est bien naturel aussi, mais des associations qui se sont également professionnalisées, qui ont compris l'intérêt également d'aller sur le terrain médiatique, d'aller sur le terrain pénal, et ce sont à toutes ces problématiques que sont aujourd'hui confrontées les directions juridiques. Oui, Anne Bassi, je rappelle donc vous êtes fondatrice associée de l'agence de communication Fargo Sachinka, ancienne avocate fiscaliste également. Et effectivement, avant que ça aille au pénal ou qu'il y ait ces affaires, il y a aussi déjà une première couche de communication. Hein. Souvent, il y a eu une éclaboussure finalement quand il y a un scandale. Vous êtes bien placé puisque vous travaillez également sur cette communication de crise. Mais c'est vrai qu'il faut essayer à ce moment-là de réagir très rapidement. Oui, alors c'est vrai que la problématique aujourd'hui, l'enjeu auquel on est confronté, et on en parlait tout à l'heure, c'est comment finalement éviter que la qualification pénale, donc je parle vraiment on est au tout début, la qualification pénale devienne une sanction finalement symbolique ou une sanction anticipée. Oui. Et alors, ça c'est, je pense qu'il n'y a pas de règle toute faite. Ça va dépendre vraiment de l'entreprise ou la personne poursuivie, les raisons, la façon dont finalement ce procès médiatique a commencé. Est-ce qu'on peut considérer qu'il a bien commencé parce qu'au moins les choses sont nommées justement, qu'il y a un tempo qui est plus facile à gérer que finalement une même crise tout simplement de tempo entre ce temps médiatique et ce temps judiciaire. Enfin, honnêtement, ça dépend temps à quel médiatique moment on arrive. immédiat sur les réseaux sociaux, ça part et c'est très difficile à contenir. Et temps judiciaire, voilà, en semaine, en mois, en année parfois. Là, ça fait du dégât. Je vous propose d'illustrer avec un exemple, c'est l'affaire Cum Cum, voilà, sur les banques, bien connues.
je ne sais pas si vous avez participé, en tout cas c'est vrai que c'est une affaire qui vous a intéressé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler effectivement comment ça s'est passé et qu'auraient pu faire les banques incriminées dans ce cas-là? Alors, je peux rappeler les faits. Kumkum, c'est assez simple. Ce sont des investisseurs étrangers qui détiennent des actions dans une banque française. En principe, quand on est un investisseur étranger, au moment du versement des dividendes, on doit payer une retenue à la source. Pour éviter cela, il y a eu un prêt d'action. Oui. Ce qui fait que la société, l'entreprise, enfin la banque française, lorsqu'il y a eu les versements de dividendes, n'a pas payé de retenue à la source, puisque c'est une banque française située en France. Donc, moyennant une commission. Donc toute la question était de savoir dans ce dossier que je n'ai pas suivi, c'est est-ce que ce prêt d'action, il est licite ou pas? Bon, la réponse est oui, on a le droit de faire du prêt d'action, mais à quel moment une optimisation fiscale devient une fraude? L'optimisation fiscale en soi n'est pas interdite. Ce qui est interdit, c'est d'abuser de l'optimisation fiscale. Et là, il y a toute une problématique notamment de champ sémantique et de narratif, puisque les mots n'ont pas le même sens en droit pénal et en droit fiscal. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là où le droit pénal parle finalement de dissimulation, le droit fiscal parle d'ingénierie, là où le droit pénal cherche finalement un coupable, une victime, le droit fiscal peut parler de manque à gagner. En fait, on ne parle pas du tout de la même chose. Bien sûr. Et il y a effectivement une problématique de responsabilité collective, de comment on nomme les choses pour que ça ne se déplace pas que sur le terrain du droit, mais aussi sur finalement la responsabilité collective du choix des mots. D'accord. Archibald, comment justement on défend juridiquement quand le procès médiatique est déjà lancé? C'est très difficile, évidemment. On doit composer avec et avant tout avec nos clients parce que, évidemment, c'est une très grande préoccupation pour nos clients et parfois une préoccupation plus grande que le processus judiciaire en lui-même. Raison pour laquelle les avocats sont amenés à travailler avec des agences de communication. Ce sont aujourd'hui des alliés, des intermédiaires incontournables parce qu'ils font partie de la composante aujourd'hui d'un procès pénal d'envergure médiatique. Ça, c'est une chose. Et puis, le problème, c'est que les magistrats eux-mêmes, qui sont quand même nos interlocuteurs judiciaires numéro 1, avant les journalistes, eux n'ont que faire en réalité du temps médiatique. Donc il faut bien composer avec les deux et expliquer avec nos clients qu'il y a un temps médiatique, certes, avec des professionnels qui sont là pour ça. L'avocat peut accompagner, peut faire l'intermédiaire avec les communicants, mais il y a des professionnels pour ça. Mais il y a aussi un temps judiciaire qu'on est bien forcé de respecter avec un calendrier, avec des échéances. Et on ne peut pas privilégier un combat ou l'autre, un chantier ou l'autre. Il faut malheureusement essayer de concilier effectivement ces deux temporalités qui sont très différentes et qui n'ont pas les mêmes exigences. En pratique, pour justement éviter une procédure pénale, parfois on peut trancher sur une solution à l'amiable. Est-ce que l'ouverture d'une procédure pénale, elle rend complètement illusoire cette solution à l'amiable, ou est-ce que c'est quand même possible quand les différentes parties sont prêtes à transiger? Non, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs, de juridictions spécialisées et de nouveaux outils. Et parmi ces outils, effectivement, il y a ce qu'on appelle la Convention judiciaire d'intérêt public, la CJIP, oui. Qui a le vent en poupe et qui permet effectivement de transiger rapidement, de respecter une certaine confidentialité et finalement de sortir la tête haute et par la bonne porte de quelque chose qui pourrait, si ça allait sur un terrain judiciaire classique, s'envenimer. Cette CJIP, elle a évidemment ses avantages, elle a ses inconvénients quand même parce que ça prive les entreprises, puisque ce n'est valable que pour les personnes morales, les entreprises d'un accès au juge, donc pas de vrai débat contradictoire, pas de qualification juridique précise retenue, pas vraiment de jurisprudence. Certains disent que c'est une justice au rabais finalement, puisqu'ils poussent les entreprises à transiger, mais sans savoir si elles auraient eu gain de cause face au juge. Alors c'est paradoxal parce que c'est à la fois une justice au rabais et aussi une justice pour riches, parce que un des risques aussi, c'est d'avoir une justice à deux vitesses. C'est ces GIP qui sont souvent, on le voit dans les médias, réservés à des grands groupes du CAC 40 ou à certains GAFAM ou gros groupes étrangers, ne sont pas encore vraiment ouverts à des PME ou des entreprises un peu plus grosses, mais voilà, sur des montants qui sont parfois extrêmement importants. Donc ça, c'est un des reproches qu'on peut leur faire. Pour l'instant, ce sont des procédures assez restreintes et assez élitistes. D'accord. Anne Bassi, les entreprises, elles vont vous consulter sur une stratégie à mener, ou elles vous mettent devant le fait accompli quand on passe comme ça par une CJIP? Vraiment les deux, mais de plus en plus, on vient nous voir en amont
parce qu'un directeur juridique ou un dirigeant imagine, on peut dire relativement paranoïaque, imagine que la situation puisse, à tort ou à raison, se complexifier. Et là, on vient nous voir en nous demandant comment on peut préparer du mieux que possible une situation. Pour nous, c'est l'idéal. D'accord. Qu'est-ce qui pèse le plus justement sur une entreprise quand on a des cas comme ça? Est-ce que c'est la sanction pénale elle-même ou justement, on en parlait tout à l'heure, la mise en cause publique dès l'ouverture de l'enquête qui fait que finalement, voilà, on est déjà condamné avant tout jugement? Je pense que ça dépend de quelle incrimination on parle. Elles n'ont pas toutes la même valeur en termes de hiérarchie réputationnelle. Il y a des situations qui sont plus ou moins graves et qui interviennent dans la vie de l'entreprise ou du dirigeant, parce qu'on parle beaucoup de l'entreprise, mais ça peut être aussi le dirigeant à titre personnel, en fonction de quand ça intervient au niveau, on va dire, de la réputation de la marque, par exemple. Ça n'a pas nécessairement les mêmes conséquences. Parfois, le risque réputationnel précède et est plus important que le risque pénal. Archibald, sur cette question, on parlait de défense dans un contexte de présomption inversée. C'est sûr que vous demandez à un avocat ce qu'il pense du respect de la présomption d'innocence. Évidemment, on essaye à notre modeste niveau de défendre des grands principes, mais on a parfois l'impression de se battre contre des moulins et de faire face en réalité à un système extrêmement bien huilé qui écrase tout sur son passage. Et évidemment, en première ligne, nos clients, que ce soit personnes physiques, des personnalités publiques ou alors des clients plus institutionnels, subissent des campagnes organisées de plus en plus, parfois diffamatoires, et subissent également des plaintes qui sont prétextuelles ou qui sont instrumentalisées pour des combats soit économiques, soit parfois Comment politiques. on y répond? Il faut systématiquement y répondre. C'est le piège dans lequel on essaye de ne pas tomber, mais parfois dans lequel on est obligé de tomber, c'est-à-dire répondre à des procédures par des procédures, et ça participe malheureusement à l'inflation des procédures, à la judiciarisation croissante du monde des affaires et aussi à l'engorgement des tribunaux, parce qu'on parle de pénal dans le monde des affaires, de grands groupes, de grandes entreprises, mais il ne faut pas oublier ce qu'est en réalité l'institution judiciaire pénale. C'est une institution pas vieillotte, elle se modernise, mais quand même traditionnelle, avec peu de magistrats, peu de procureurs, peu de juges d'instruction qui sont débordés par des dossiers, qui ont des moyens financiers limités et qui parfois ont mieux à faire que en réalité d'être totalement embolisés par des affaires dont ils ne maîtrisent pas totalement les tenants et les aboutissants, et eux aussi parfois ont le sentiment peut-être d'être instrumentalisés. Voilà, on en sait un petit peu plus en tout cas sur cette pénalisation du droit des affaires avec cette CEGIP. Merci à nos deux experts, Archibald Celeran, associé fondateur de 20 rue Avocat. Merci Archibald. Merci beaucoup. Et merci Anne Basile, la fondatrice associée de Fargo Sachinka. Merci Anne. Beaucoup. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission dans le sommet du droit. À bientôt.